Et bonjour petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle séquence de lecture, un tout nouvel ouvrage. Nous sommes désormais sur le livre de Emmanuel Bobatti, Transfuge de sexe, passer les frontières du genre. C'est un ouvrage dont la quatrième de couverture dit ce qui suit. Les parcours des trans suscitent beaucoup de fascination. Leur présence dans les films, les livres, les reportages journalistiques est encore souvent teintée de sensationnalisme. Mais qui sont réellement ces personnes qui s'affranchissent de la catégorie de sexe qui leur avait été assignée? À quoi ressemble leur vie et leur vie se ressemble-t-elle? À partir d'une enquête inédite auprès de la population des trans, Emmanuel Bobatti retrace les trajectoires plurielles, complexes mais malgré tout ordinaires de celles et ceux qui entreprennent de passer ces frontières de genre. Les changements de sexe ne se déroulent pas qu'à l'hôpital ou au tribunal. Ils se jouent aussi dans la famille, en amour, au guichet, au travail et dans tout un tas d'innombrables interactions sociales. Femmes ou hommes trans, jeunes, moins jeunes, précaires, privilégiés, soutenus par leurs proches ou au contraire isolés. Toutes ces configurations forgent des parcours de transition qui sont résolument variés. Elles déterminent les obstacles auxquels font face ces personnes trans, mais également les stratégies qu'ils adoptent pour les affronter ou à défaut pour les contourner. La transition n'est jamais qu'une question d'identité, elle s'accompagne aussi de nombreuses dimensions qui sont matérielles. Et pour cette raison, elle représente avant tout une expérience de mobilité sociale, faisant des trans de véritables transfuges de sexe. Naviguer en terrain trans permet d'explorer la fluidité et la multiplicité du genre, sans ignorer le poids toujours renouvelé de la domination masculine. Cet ouvrage passionnant invite ainsi les lecteurs et les lectrices à repenser le genre tel qu'on le connaît, ou plutôt tel qu'on pense le connaître aujourd'hui. Ah, c'est Bobatti, aïe aïe aïe, je connais pas cette personne. C'est pas bien c'est pas une personne très pertinente. Je connais pas du tout l'auteur. Je tiens à vous le dire. Autant quand je connais, bah voilà, je vous dis typiquement Chabayou, je connais. Vizis, je connais, etc. Autant là, c'est vrai que Emmanuel Bobatti, je ne connais pas. Ah, il y a des limites, transmatérialisme, tout ça. Ah. Bon, bah au moins on aura des choses à dire. Faut toujours voir le bon point de vue, ok? On aura des choses à dire. On va pouvoir apporter une réflexion. Voilà. En tant que personne concernée, je pense qu'ici, on sera un certain nombre à dire alors, en fait, ... D'ailleurs, ça me permet, pouf, de changer ici. Emmanuel Bobatti, transfuge de sexe. Hop là, voilà, je change le titre. Oh, tu vas me dire que je peux pas mettre à cause de sexe. Bon bah on va juste mettre le nom du gars. Hein. Voilà, très bien. Je peux pas faire de titre parce que Twitch ne veut pas qu'on mette sexe. Et oui, attention. Sinon les puritains vont péter une durite, a priori. Que voulez-vous? Ah là 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 là. Bon, on est reparti. Enfin, on est reparti. On est parti dans la lecture. Au lieu d'un naufrage, j'ai entendu un naufrage. Bah, si on va parler de transmatérialisme et qu'il va y avoir des soucis de limite assez vite, voilà. Alors ça commence un peu vénère, je préviens. Vous avez toujours des notes quand il y a des ouvrages, un mot laissé par l'auteur ou l'autrice. La phrase laissée du coup en préambule de tout, à celles et ceux qui n'ont pas survécu au voyage. Et disons que on sait. On sait. Ça commence bien. Bon, premier chapitre. Troubles dans le genre grammatical. Les trans sont des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie de sexe qui leur a été assignée et qui entreprennent d'en changer. Dans cet ouvrage, le seul préfixe est préféré au terme transsexuel d'origine médicale ou encore transgenre d'origine militante, afin de se situer en dehors des controverses qui opposent professionnels, profanes. Oui, puis il y a un vécu, enfin, c'est déjà un petit peu ce qui est sous-entendu par le côté médical, mais bon, bref. Je trouve que c'est réduire les transitions à de nouvelles cases à rentrer dedans. Oui, bah oui, complètement. Mais c'est toujours le problème en fait, quand tu vas sur des choses qui sont quelque chose matérialisme,
parce qu'il n'y a pas que le transmatérialisme, hein, très souvent, en fait, tu en perds de vue un certain nombre d'éléments. Parce que tu veux tellement réduire que justement tu réduis. Oh, quel dommage. Réduire, ça fait que tu passes toujours à côté d'une info, d'interaction, de quelque chose. Et en fait, c'est tout le souci. C'est toujours systématiquement tout le souci de ce genre de mouvement, de ce genre de manière de fonctionner. Tu réduis. Mais sauf que si tu réduis, tu te rends aveugle à certaines choses. Et vraiment, c'est un problème. Je crois que la musique a encore été arrêtée en plein milieu, non? Non, c'est bon. Il y a toujours la musique en fond. Je reprends. Le livre présentant des analyses sur le genre, il est nécessaire d'y différencier les trans selon leur catégorie de sexe d'origine et ou d'arrivée, sachant que le sexe est considéré ici comme une catégorie sociale et non pas comme une donnée biologique, ni comme une identité. Les trans, dits mâle to femelle, ou MTF, désignent les personnes qui ont été assignées au sexe masculin à la naissance et qui sont devenues socialement des femmes. Ils sont également qualifiés de femmes trans. Quant aux trans femelle to male, ou FTM, ils ont été assignés au sexe féminin à la naissance et ils sont devenus des hommes. Ils sont aussi appelés hommes trans. Bon, là, moi, je me permets de mettre un petit truc. Voilà, c'est que déjà, pour moi, quand il est question de transidentité, il n'est pas une question d'être devenu. Voilà. Tu ne deviens pas une personne trans. Enfin, dans le sens où c'est pas parce qu'on t'a assigné, par exemple, au genre masculin que tu deviens une femme. Tu étais une femme, c'est juste qu'on t'a imposé d'être un homme. Et c'est pas pareil, en fait. Parce qu'il y a vraiment un côté qui, là-dessus, du coup, moi, me pose problème. Et après de ça, va rentrer effectivement en ligne de compte d'autres choses, comme le fait qu'il y a des gens qui sont fluides, des gens qui sont agenres, etc., etc. Et là, on va rentrer dans tout ce qu'il y a d'autre que la binarité de genre. Parce que là, pour l'instant, on va juste parler de binarité de genre, en fait. On va juste parler homme-femme et on va pas aller plus loin. En tout cas, là, dans ce qui est dit pour l'instant. Ça sera peut-être pas le cas plus tard. Mais bon, voilà. Je sais pas comment sera abordé les non-binarités, mais supposément mal. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu là vers ce à quoi je suis en train de dire. Concrètement, il y a tout un d'autres trucs qui existent, qui ne sont pas tout simplement les hommes ou les femmes. Et le problème, c'est que souvent, ça passe à la trappe, tout simplement. On essentialise des genres, on invisibilise d'autres genres. Ouais. Donc bon. Je reprends. Si ces termes sont utiles pour décrire sociologiquement les parcours trans, ils sont nécessairement réducteurs. La population trans ne comprenant pas que des personnes qui se disent hommes ou femmes. Elle inclut aussi des personnes aux identifications alternatives, parmi lesquelles on trouve notamment les non-binaires, qui refusent de s'inscrire dans l'une des deux catégories de sexe établies. Là, c'est bien. Bon, j'étais en train de dire, attention, il y a peut-être un truc qui va craindre, et en vrai, ça va, c'est bien, c'est propre. Là, voilà, c'est très bien dit. C'est bien. Dans ce texte, les trans sont désignés par les catégories de sexe et le prénom qu'ils ou elles ont eux-mêmes choisi. Ceci correspond le plus souvent à la catégorie de sexe d'arrivée, sachant toutefois que les non-binaires ne souhaitent pas forcément qu'on leur en attribue une. Aussi, on emploie le pronom « elle » pour les femmes trans, le pronom « il » pour les hommes trans, bien que dans un souci de clarté pour l'analyse des événements antérieurs à la transition, on parle parfois au masculin des futures femmes trans et au féminin des futurs hommes trans. L'arbitrage préférentiel en faveur du sexe de destination est responsable d'accords absurdes et de formules étranges comme « celle qui était des hommes », il se disait garçon manqué, ou encore « lorsqu'il était lesbienne ». Intimement lié au caractère genré de la langue française, ce trouble grammatical accompagne nécessairement l'étude des parcours de changement de sexe. Toutefois, les erreurs volontaires qui ponctuent le livre participent en quelque sorte du message qu'il veut faire passer. Il appartient aux lecteurs et aux lectrices de s'en emparer, comme dans moyen d'interroger l'ordre de genre. Le voyage en terrain trans amène à questionner la grammaire, mais aussi le champ lexical. Un certain nombre de termes spécifiques à ce terrain sont aussi mobilisés au fil du texte. Marqués par une astérix, ils sont définis dans un glossaire en fin d'ouvrage. Ça va. Voilà, à voir comment ça évolue. D'accord. Pour l'instant, ça va. Ça part dans une direction qui a l'air d'être ok. À voir encore une fois comment ça évolue, mais ok. Si c'est un livre pour 6, il faut y aller doucement. C'est peut-être le cas. Je sais pas du tout à qui ça s'adresse, mais c'est probable qu'effectivement ce soit plutôt un livre à destination des personnes 6. Ça m'étonnerait pas beaucoup. Introduction. Trans Lives Matters. Certaines personnes trans sont en désaccord avec tout ce qui est écrit dans ce livre,
car sous l'étiquette transgenre, il y a une riche, une extraordinaire, une vibrante diversité. Nos propres marges en termes de race, d'ethnicité, de classe et même d'identité alternative attendent encore d'être entendues, et espérons que cela arrive bientôt. Citation de Ricky Ann Wilkins, Read my lips, sexual subversion and the end of danger. Oui, je parle très très bien l'anglais. En effet, oui. Soyez pris par surprise. Laurence Anyway, Girl, Lola Pater, Une femme fantastique, Transparent, etc. À l'écran comme ailleurs, les trans ont gagné une visibilité au cours des dernières années. Dans la presse, les transitions de personnalités publiques telles que l'ex-athlète Caitlyn Jenner ou le comédien Océane ressemblent de plus en plus à des événements people. Les études scientifiques sur la transidentité connaissent aussi un essor sans précédent. Je resterai critique de ça. Je resterai critique de ça parce que... Pourquoi ? Faut voir ce que tu appelles une critique scientifique. Faut voir ce que tu appelles une étude scientifique. Beaucoup de choses sont publiées, pas grand-chose sont de l'ordre des études scientifiques. Les études scientifiques sur les questions trans sont largement minorisées et sont largement invisibilisées aussi. C'est-à-dire que typiquement, ce qui est mis en avant comme une production scientifique, ça va être des discours, des enquêtes journalistiques produites par des gens extrêmement discutables, comme par exemple Dora Muto, par exemple, ou Marguerite Stern, par exemple, et absolument à tous les niveaux, c'est tout sauf du scientifique. C'est vraiment tout sauf une production scientifique. A contrario, les études scientifiques sur les personnes trans, quand elles existent, on a tendance à très largement les minorer. Très, très, très largement les minorer. Donc là, c'est un peu un début qui me... les études scientifiques sur la transidentité connaissent aussi un essor sans précédent. Mais je n'irai pas jusque-là. Personnellement, je n'irai pas jusque-là. Les publications sur le sujet formant désormais un corpus relativement conséquent. Les scénaristes, les journalistes, les chercheurs se passionnent pour les trans, et ils en produisent des représentations moins grotesques qu'autrefois. Ça par contre, j'aime bien la formulation. Ils en produisent des représentations moins grotesques, ça sous-entend que c'est quand même toujours pas ça. Et je suis assez d'accord. Voilà, je suis assez d'accord sur la formulation. Moins grotesque. Jean-Mi. C'est compliqué de produire des études sur la transidentité de par le fait de trouver des cohortes de sujets. Je suis complètement d'accord là-dessus. Moi, mon problème n'est pas de dire on pourrait faire des études scientifiques. C'est vraiment que je suis pas d'accord dans le sens de il y a un essor sans précédent sur les études scientifiques concernant les trans. C'est là où je suis pas vraiment d'accord dans le sens où oui, il y a plus d'études qui sont faites, c'est vrai, un peu, mais c'est que derrière, il y a beaucoup de contenu qui est fait, qui est présenté comme scientifique et qui ne le sont pas. Et c'est ça qui me pose problème. Mais bon. Juste un point de vue matériel, c'est un gros frein, il n'y a pas vraiment d'effort. Non, complètement, c'est... Voilà, c'est... Plus que zéro, c'est facile. Oui, c'est à peu près l'idée, c'est à peu près l'idée, hein. Voilà, donc bon, voilà. On va voir. Un livre pour moi, je vais comprendre des trucs. Je crois pas qu'il s'adresse aux cis, c'est une personne transmac qui développe sur du transmatérialisme, donc ça risque d'aller un peu plus loin quand même. Là, vu comment c'est tourné, moi je suis pas capable de vous dire si c'est adressé aux cis ou pas, très franchement. Je pense que quand même, vu la formulation de la quatrième de la quatrième couverture, je m'aurais tendance à me dire que c'est peut-être plus une question de questionner les genres, etc. Et que du coup, c'est peut-être une question de plus d'adresser justement à un public plutôt cis. C'est possible qu'effectivement ça aille un peu plus loin. Voilà, c'est possible que ça aille un peu plus loin. Franchement, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait pas, à contrario, que ça reste un ouvrage plutôt à l'adresse des cis. Ça m'étonnerait pas étonnamment. Je reprends. Ça reste une intro sur les théories de genre, ça ouvre sur des bases quand même. Oui, voilà, non, pour l'instant, ça va. Hein. J'ai pas de trucs qui me font tiquer. Le seul truc qui me fait tiquer, c'est voilà, le côté, il y a un essor sans précédent sur les recherches sur la transidentité, et où, pour les raisons que je vous ai dit il y a 5 minutes, je suis pas forcément sur la même ligne. Mais pour l'instant, ça va. Cependant, non, attendez, j'ai raté une phrase. Depuis quelques années, les titres sensationnalistes semblent perdre du terrain au profit de contenus sur les droits et sur les conditions de vie des trans.
Cependant, les portraits des personnes concernées échappent rarement à certains stéréotypes. Dans les médias, comme dans les recherches, on rencontre surtout des MTF, Male to Female, ou autrement dit des femmes trans, qui sont régulièrement dépeintes comme des caricatures de féminité. De telles représentations ne rendent pas justice à la diversité des femmes trans, ni à celle de la population trans en général. Elles ne reflètent pas non plus l'épaisseur des existences des individus, dont le quotidien est fait de bien plus que d'une performance de genre. À l'heure où les images et discours sur le sujet se multiplient, ce livre propose d'explorer les vies des personnes qui entreprennent de changer de sexe dans la France contemporaine. Là-dessus, d'ailleurs, je me permets un petit point. Il y a un côté à pas oublier avec les femmes trans, c'est qu'elles sont doublement victimes d'être des femmes trans. Dans le sens où une femme trans qui va dans les stéréotypes de genre féminin sera taclée pour le fait d'être dans les stéréotypes féminins, en disant qu'elle y va trop, en gros, qu'elle fait le jeu du patriarcat en étant dans les stéréotypes de la femme, etc., etc. A contrario, une femme trans qui ne va pas assez, selon les gens qui sont en face, dans les stéréotypes féminins, sera vue comme étant une fausse femme, d'autant plus qu'elle ne fait pas l'effort d'aller dans les stéréotypes féminins. Donc en fait, une femme trans, globalement, quoi qu'elle fasse, elle a perdu. Voilà, dans une très grande majorité des cas, si vous n'en avez pas conscience, sachez que les femmes trans, globalement, elles ont tout le temps perdu. Quoi qu'elles fassent. Elles vont à gauche, elles ont perdu, elles vont à droite, elles ont perdu. Elles restent où elles sont, elles ont perdu aussi. C'est génial, non? Parce que ça, c'est quand même un point qui, à mon avis, est important à placer. Après, encore une fois, là, on est dans l'introduction, donc ça sera peut-être retravaillé plus loin, notamment à travers, du coup, des exemples concrets. Mais voilà. C'est un genre de en fait, t'as plein de trucs qui rentrent en compte. C'est que déjà, t'as tout simplement la transidentité, de manière générale, qui subit des oppressions. Les personnes trans, qu'elles soient des femmes trans ou des hommes trans ou autres profils intermédiaires, on va dire, parce qu'encore une fois, les personnes, par exemple, non-binaires sont des personnes trans, en fait, subissent de l'oppression. Ça peut être une forme de transmisogynie, mais en fait, c'est de base parce que les personnes trans, en fait, sont oppressées et en subissent. Dans un système comme le nôtre, qui, entre autres choses, est extrêmement patriarcal, forcément qu'une femme va prendre plein les dents. Donc forcément qu'une femme trans va prendre tout autant dans les dents. Parce que d'un côté, elle ose remettre en question le patriarcat, vous comprenez? Elle quitte le groupe des hommes. Quelle horreur, quel enfer, voyons! Donc déjà, elle trahit les hommes, donc elle doit prendre cher. Ensuite, elle essaye d'être une femme, donc vous comprenez que il faut quand même la traiter comme une femme. Et les femmes, dans une société patriarcale, elles sont pas bien traitées. Donc il faut l'attaquer là-dessus aussi. Et là, on rentre du coup sur effectivement la transmisogynie. Mais il y a plein de trucs à prendre en compte. Voilà, comme dit Fred, en fait, il y a une intersection de plusieurs oppressions qui vont rentrer en ligne de compte. À tous les niveaux, globalement, les personnes trans perdent. Voilà, perdent systématiquement. Dans le cas des femmes trans, elles perdent quand elles essayent d'aller dans les stéréotypes féminins, comme quand elles essayent de ne pas y aller, comme quand elles essayent de faire leur sauce en fait. T'as toujours perdu dans tous les cas. Je reprends. Un objet de controverse. Les parcours trans font l'objet de nombreux débats, qui commencent par la terminologie. Les personnes qui changent de sexe peuvent être nommées de différentes manières. Le terme le mieux connu est celui de transsexuel, qui est d'origine médicale, formulé pour la première fois en 1953, qui qualifie alors les individus s'identifiant au sexe opposé et souhaitant bénéficier d'une chirurgie génitale. Un autre terme, transgenre, apparaît lui dans les milieux militants trans au cours des années 70. À l'origine, il désigne les personnes vivant dans l'autre sexe sans avoir fait aucune modification corporelle. Il devient plus inclusif à la fin du XXe siècle, s'appliquant depuis lors à toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Toutefois, la distinction entre les transsexuels qui n'aspireraient qu'à médicaliser leur transition et les transgenres qui le refuseraient persiste dans les esprits, les médias, les sciences. Afin de s'extraire de cette différenciation, il est possible d'employer le simple préfixe trans. Ce choix permet aussi de se distancier des débats qui opposent approche clinique et militante, l'histoire du changement de sexe étant marquée par des polémiques récurrentes entre les médecins et les trans. Au passage, je me permets aussi de le poser, souvent ces débats sont des débats où les personnes trans n'ont pas voix au chapitre. De manière très large, les gens qui font ce genre de débat, qui discutent de nos vies, en fait ils sont pas concernés, c'est pas nous. Très 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 régulièrement, les gens qui se crêpent le chignon et qui font chier sur « Ah, mais tu dois l'appeler comme ça, ceci, cela », c'est des gens qui sont en dehors de nos cercles, en fait, et qui, en fait, sont juste en train de débattre la vie des autres comme ils le font toujours, systématiquement, et en n'en ayant rien à péter de ce qu'on peut avoir comme avis.
Ça aussi, c'est un point qu'il ne faut pas trop oublier, hein. Le monde médical, on discute beaucoup avec les scientifiques, etc. Mais en fait, la très très grande majorité du temps, c'est pas des personnes trans. C'est juste des institutions qui essayent de garder le monopole sur le contrôle et le pouvoir qu'il y a sur les autres au sein de nos sociétés par rapport à d'autres institutions qui veulent en gros aller sur leur plate-bande. Enfin, en tout cas, de ce qu'ils estiment être leur plate-bande, pour être précis. Aussi, il est fort probable que les hommes trans soient plus souvent traités de lesbiennes que de mauvais hommes. C'est une autre oppression. Mais complètement, les hommes trans prennent aussi... en fait, encore une fois, moi, là, j'ai fait un focus sur les femmes trans parce qu'il était question des femmes trans, en particulier. Donc, du coup, je suis rebondi là-dessus. Mais de manière générale, toute personne trans subit de l'oppression par rapport au fait d'être une personne trans. Voilà. Parce qu'on est dans une société qui est transphobe, en fait, concrètement, basiquement. Je reprends. Les dispositifs institutionnels du changement de sexe ont été très controversés. Depuis les années 1970, des standards de soins internationaux imposent une longue évaluation psychiatrique à celles et ceux qui souhaitent avoir recours à des hormones ou des chirurgies. Les trans figurent par ailleurs dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le fameux DSM. Et vous savez ce que j'en pense, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible des psychiatres dans laquelle on trouvait autrefois aussi les homosexuels. Ainsi, les destins de celles et ceux qui veulent s'affranchir du sexe qui leur a été attribué se trouvent toujours entre les mains des praticiens, ces derniers pouvant leur octroyer ou leur refuser l'accès aux soins. Le changement de sexe à l'état civil non plus n'est pas garanti, car pour la plupart des individus qui en font la requête. En France, comme dans la plupart des pays, les personnes qui veulent modifier leur papier d'identité en passent par un jugement au tribunal. À l'hôpital, comme à la barre, les trans doivent en quelque sorte prouver qu'ils sont bien hommes ou femmes qu'ils demandent à devenir. Face à de telles contraintes, les personnes concernées se mobilisent. Depuis les années 90, les trans revendiquent le droit à disposer de leur corps et de leur état civil. D'une certaine manière, ils et elles luttent pour leur émancipation comme l'ont fait et le font toujours les femmes. La plupart de leurs mobilisations collectives revendiquent la dépsychiatrisation, la déjudiciarisation du changement de sexe. Inspirées par les études queer qui émergent à la même époque, ces mobilisations pointent notamment les stéréotypes de genre véhiculés par les dispositifs médicaux et juridiques. En effet, les diagnostics sont posés et les verdicts rendus sur la base de la conformité des personnes aux normes de leur sexe. Et je tiens à le préciser, en fonction de comment se le représente la personne de l'institution. C'est-à-dire que toi, tu peux te voir tout à fait bien dans la peau que tu as, etc. Tu vas devant le juge, tu fais ta présentation et le juge va estimer que non, tu corresponds pas à ce que lui, il estime être un homme, une femme. Et du coup, va te refuser ta transition. Va te dire non. Parce que dans sa tête, bah non, ça colle pas. Point. Et ça, du coup, ça fait aussi que, en fonction des tribunaux, bah t'as pas la même facilité d'accès, en fait, à un changement d'identité, à un changement de sexe, en fait. Le changement de genre, il n'est pas du tout équivalent d'un tribunal à l'autre et d'une personne à l'autre dans le même tribunal. Parce qu'encore une fois, c'est une question de représentation incroyable. Voilà, c'est tellement dépendant du jury et donc de la régionalité des personnes, totalement. Et ça, c'est important de le préciser, encore une fois. Il y a des réseaux qui se font où, pour changer de genre, on sait que il vaut mieux aller par tel tribunal, par tel endroit. Parce qu'on sait que là-bas, les gens vont plus t'écouter. Alors qu'on sait que là, tiens, tu vas tomber sur une personne qui est transphobe, qui est connue pour être transphobe, pour refuser systématiquement ou presque. Donc voilà. Je sais pas trop, il y a un micmac identité de genre et d'orientation et clairement énormément. Tu seras jamais un homme. Oui, faut pas oublier un truc d'ailleurs, l'orientation de genre n'a rien à voir avec la transidentité. Hein, l'orientation sexuelle, pardon, n'a rien avec l'orientation de genre. L'identité, qui tu es, ce que tu es n'a rien à voir avec est-ce que je baise et avec qui je baise. Voilà, concrètement. Parce que ça, c'est un des points, par exemple, qui est déjà arrivé sur ce stream, ici. Il y a déjà des gens qui sont venus dans le chat et qui m'ont dit « Ah, t'es une personne non-binaire, mais du coup, tu fais comment tu couches avec des hommes, avec des femmes ?» Et t'es en mode « Mais ça n'a rien à voir. » Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Qui je mets dans mon lit, si je mets quelqu'un dans mon lit, ça n'a rien à voir avec qui je suis en tant que personne, en fait. C'est juste éclaté au sol. Hein. Coucou, j'espère que ça va du mieux que possible. Et bonjour Marge, j'espère que tu vas aussi bien que possible également. Nous, on est en train de faire de la lecture sur Transfuge de sexe, un ouvrage qui s'intéresse aux personnes trans.
Surtout que vu les représentations des communautés trans produites par les trans, j'entends, c'est très les bons trans. Et du coup, bah, c'est compliqué les représentations. Ouais, complètement, complètement. Mais on s'en tape, bordel. De qui on met dans mon lit? Oui, complètement. C'est vrai. Mais ça, c'est un point important à préciser. C'est que, en fait, ça c'est un autre élément que je vous ai déjà dit sur mes lives de manière, on va dire, depuis pas mal de temps quand même. Sur les questions justement de transidentité, etc. Il faut pas oublier que même dans les milieux trans, on reproduit des oppressions auprès de personnes trans. Je connais un certain nombre de structures, de groupes, de personnes trans qui, par exemple, produisent énormément d'oppression à direction des femmes trans, ou à contrario des hommes trans, ou encore des personnes non binaires, ou encore des personnes agenres, etc., etc., etc. Les oppressions se reproduisent y compris dans ces cercles-là. Et les violences s'y reproduisent tout autant, en fait. Et du coup, il faut bien en avoir conscience que vous avez des gens qui sont des personnes trans, qui sont très concernées par un certain nombre d'oppressions, et qui les reproduisent, mais alors sans l'ombre d'une hésitation, sans même le voir, ou en ayant conscience, en n'en ayant rien à foutre, hein, au passage, et que ce soit des oppressions sur les questions de genre, comme sur les questions de sexualité, comme sur les questions de race, etc., etc., etc. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes dans un milieu qui est oppressé que vous ne reproduisez pas des oppressions. Voilà. Je suis KO, c'est la fin de la rédaction de thèse, mais ça va. Et ben courage pour la fin, c'est la dernière ligne droite, on va dire. Courage, tu peux le faire, tu vas gérer. D'ailleurs, si on peut apporter un soutien quelconque, n'hésite pas, notamment sur le Discord, hein, si tu as besoin de, je sais pas moi, de relecture, éventuellement, ça peut être pertinent. Moi, je sais qu'à l'époque où, alors moi, c'était pas la thèse, du coup, parce que j'ai refusé d'aller en thèse, la situation n'était pas acceptable pour moi. Mais quand j'ai fait mon master, en fait, c'est vrai que j'ai demandé à des gens en fait, de venir faire une relecture, même si les personnes ne connaissaient absolument rien à mon domaine d'études, à savoir la psychologie sociale du travail des organisations. Hein, voilà. Le truc, c'est que très très clairement, j'ai fait relire à des gens qui n'y connaissaient rien et qui ont pu du coup me montrer que, bah tiens, ça c'est pas clair, etc. Parce que justement, quand t'as pas de connaissances, il y a des trucs qui passent à la trappe, quoi. Et ça aide pas mal, mine de rien. Ou tout simplement aussi des fautes, hein, des formulations, etc. Donc s'il y a des gens qui peuvent t'aider ou quoi, hésite pas forcément. Je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui seront très contentes de pouvoir filer un coup de main. Déjà, quand tu vois en France, c'est LGBTI et non LGBTQIA+. Ça pose de gros problèmes. J'aime beaucoup lire les travaux scientifiques. Bah oui. Alors moi, je vous avoue que personnellement, quand je suis en stream, j'ai tendance à dire LGBT+. Parce que c'est plus court. Voilà, je vous avoue en toute franchise que purement et simplement par confort personnel, hein, j'entends, j'ai tendance à dire LGBT+, de manière très 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 large. Parce que, en fait, j'inclus littéralement tout le monde dedans et que pour moi c'est plus simple, plus rapide à dire. Mais ceci dit, dans des travaux scientifiques, c'est pas la même. Quand moi, à l'époque en tout cas, je faisais du contenu scientifique, tu ne le fais pas de la même manière, tu ne rédiges pas de la même manière que quand tu parles de tous les jours, comme ça, quand tu fais la vulgarisation viteuf, en live, sur YouTube, etc. Parce que justement, il faut faire un truc complet qui traduit bien quelque chose, quoi. Et là-dessus, en fait, typiquement, oui, c'est une différence qui compte. C'est une différence qui compte beaucoup, pour le coup. Je reprends. J'en étais où ? Je ne sais plus où j'en étais. J'en étais ici. Lors de l'évaluation psychiatrique, comme dans le dossier de changement d'état civil, les trans se sont tenus de fournir des preuves de leur masculinité ou de leur féminité, selon des standards qui sont résolument normés. Certains psychiatres vont même jusqu'à réaliser des tests psychologiques quantitatifs tels que le BEM Sex Role Inventory, le BSRI, afin de mesurer le degré de masculinité ou de féminité de leurs patients. Je ne vais peut-être pas commencer à rentrer là-dedans, mais bordel de merde, sachez que ça c'est vraiment la grosse merde. Voilà. Je me contenterai, voilà. Vous savez, c'est le moment où le psychologue social en moi est en train de crier sa race. Voilà. Sachez que là, ça crie beaucoup dans ma tête. Ça crie beaucoup. J'ai des copains et copaines adorables qui font très bien le taf de relecture, mais je prends la reco, pas de soucis. Les mouvements trans dénoncent aussi les violences et les discriminations indirectement produites par ces protocoles de prise en charge qui engendrent une phase d'inadéquation entre sexe social, apparence physique et papier d'identité.
Pendant cette période délicate, les individus se trouvent exposés à de nombreuses difficultés administratives et ne peuvent généralement accéder ni à un travail ni à un logement. Les risques de précarité sont alors considérables. Toutefois, ces aspects matériels intéressent relativement peu les chercheurs qui se penchent sur les parcours trans. Et c'est un problème. Un énorme problème. Pensez la pluralité des trans. Les trans sont généralement étudiés pour ce qu'ils disent des normes de genre ou de leur subversion. En sciences sociales, ils et elles sont le plus souvent décrits soit comme des sujets normatifs, soumis au code dicté par la médecine et le droit, soit au contraire comme des sujets subversifs, autonomes vis-à-vis des institutions. La première tendance est la plus ancienne. On la retrouve en sociologie générale, notamment dans le cas Agnès, étudié par Harold Garfinkel. Dans les années 60, ce sociologue observe une femme trans, Agnès, et la décrit comme un reflet particulièrement fidèle des normes de son sexe. La seconde tendance a émergé parallèlement aux études queer dans les années 1990, et elle voit plutôt dans les trans des figures qui subvertissent l'ordre du genre. S'ils peuvent sembler diamétralement opposés, ces deux pôles de littérature ont en réalité un point commun de ne pas investiguer ce que le genre fait concrètement aux personnes qui entreprennent de changer de sexe. Pourtant, ce que beaucoup appellent l'identité n'a rien de naturel. Elle se construit, et avant tout sur des bases matérielles. Le rapport subjectif qui est entretenu aux normes de genre dépend des conditions de vie et de trajectoire des personnes. Or, les conditions de vie et les trajectoires des trans sont profondément genrées, comme elles le sont pour les hommes et les femmes cis, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes qui ne sont pas trans. Certains travaux qualifient les transféministes, se développent toutefois avec l'ambition d'analyser les changements de sexe dans une perspective féministe. Cependant, ces travaux s'interrogent sur la place des trans dans les études et les mobilisations féministes, plus qu'ils n'étudient empiriquement les parcours trans à travers le prisme du genre. Les parcours des hommes et des femmes y sont souvent mis sur le même plan, et leurs caractéristiques sociales y sont rarement prises en compte. Haha, ce qui est un problème. Ce qui est un problème. C'est un très très gros problème. Je vais vous faire comprendre ça très très facilement. Par exemple, pour pouvoir faire une transition, ne serait-ce que vestimentaire, ça demande d'acheter, de fournir des vêtements du genre opposé à celui qu'on vous a assigné. Puisqu'en général, quand on vous assigne un genre, vos parents, votre famille, vos amis vous ont offert, vous ont acheté des vêtements du genre auquel on vous a assigné. Donc au moment où vous devez faire une transition, où vous vous rendez compte que non, vraiment ça vous convient pas et que vous êtes de l'autre genre, éventuellement, ou d'un genre plus fluide, parce qu'encore une fois, faut pas oublier tout ce qu'il y a, vous allez devoir vous fournir en vêtements différents. Si vous êtes pauvre, vous croyez que vous faites comment? Alors que si vous êtes riche, que vous avez des thunes, que vous venez d'une belle et grande famille, pété de thunes parce que votre père, par exemple, c'est le patron de, je sais pas moi, grande entreprise, CAC 40, ce que tu veux. Il y a un des deux cas où tu vas pas trop avoir de difficulté à avoir des vêtements qui sont bien coupés, qui sont comme il faut, qui vont te donner vraiment un rendu qui te convient, alors que dans l'autre, tu vas te faire affaire avec ce que tu trouves, avec ce qu'on te fournit, avec ce que tu peux récupérer par-ci par-là. Et ça change énormément en termes de parcours, parce que les gens qui vont te regarder, ils vont pas te regarder de la même manière si t'es en gros habillé comme un sac à patates, parce que tu fais avec ce que tu peux, que si t'es super bien habillé, parce que t'as tout ce qu'il faut comme il faut au niveau des vêtements. Ça va changer beaucoup de choses. Pareil, au niveau de tout ce qui peut être, par exemple, maquillage, tout ce qui peut être produit de beauté en général, en fait, ce qui peut être du vernis, en fonction de si tu as les moyens ou pas, tu peux t'en fournir ou pas. Et ça change totalement quand tu fais des transitions, en fait. Ça change énormément de choses. Enfin, il y a tellement de trucs en ligne de compte à prendre dans les caractéristiques sociales quand tu fais une transition que ne pas le prendre en compte, c'est stupide. Ça revient vraiment à dire, les personnes trans, c'est toutes les mêmes, quoi. Toutes les personnes trans, c'est pareil. Allez, tout dans un même panier, TKT. Alors que non, c'est pas la même chose. Et là, je parle même pas, encore une fois, en fait, de tout ce qui est justement l'accès aux soins, l'accès au travail, etc. Tout ce qui est justement les intersections. Il se passe quoi si vous êtes une personne trans blanche et une personne trans noire, par exemple? Il se passe quoi quand vous êtes une personne trans valide et quand vous êtes une personne trans qui est handi? Et quand vous mélangez en plus tout ça entre eux, ça va faire pas les mêmes résultats. Du tout. Du tout. Donc c'est un peu con quand même de passer à côté. C'est un peu con.
Ma thèse, c'est pour rendre les œuvres d'art accessibles aux personnes aveugles et partiellement aveugles. La morale de l'histoire, c'est qu'il me faudrait le double de temps pour avoir un truc à peu près potable. Alors, c'est super intéressant comme sujet, et oui. Pour la conclusion, oui. Après, si ça peut te rassurer, ou peut-être te porter sur le, sur le seum, on va dire, c'est souvent le cas dans toutes les thèses. Voilà, si ça peut te rassurer ou au contraire te dégoûter, mais dans le sens où c'est pareil pour tout le monde, quoi. La plupart des personnes qui font une thèse m'ont sorti la même phrase. Vraiment, la plupart des personnes qui font une thèse à un moment donné m'ont dit si j'avais 2 fois le temps, je pourrais commencer à faire un truc potable. Vraiment, courage. Hein. C'est pas bien une thèse, c'est chiant. C'est un enfer. Courage, courage. Je reprends la lecture. De manière générale, la diversité des parcours trans est peu investiguée. Dans les recherches et les mobilisations collectives, cette population est généralement représentée comme un groupe homogène. Ce constat rappelle un phénomène bien connu dans le champ des études et des mouvements féministes. Les femmes, ainsi, ont été et sont encore souvent dépeintes comme un ensemble monolithique. Certaines théories ont toutefois permis de penser la pluralité qui existe parmi elles. À partir des années 1980, a notamment émergé, aux États-Unis, la critique du black féminisme, qui donnera naissance aux approches féministes dites intersectionnelles. Formulé par la juriste états-unienne Kimberly Crenshaw, le concept d'intersectionnalité s'attache à penser l'intrication entre le genre, la race, la classe. Cette approche avance que selon leur appartenance sociale et leur trajectoire de vie, toutes les femmes ne font pas la même expérience de la domination masculine. Comme l'avait déjà démontré la sociologue Danielle Kergoat, les différents rapports sociaux se façonnent mutuellement. Loin de se limiter à une addiction d'oppression, l'intersectionnalité étudie leur coproduction. Cette perspective permet d'avancer que tous les trans ne font pas la même expérience du changement de sexe et des difficultés qui y sont associées. D'ailleurs, au passage, je me permets de réagir sur justement tout ce qui est le black féminisme, etc. Faut pas oublier un truc, c'est que si le fait de voir tout ça comme des ensembles monolithiques, avant l'émergence justement de tout ce qui est les courants intersectionnels, et même depuis, ça permet aussi de gommer un certain nombre de rapports de force. C'est-à-dire que dans le féminisme, typiquement, si le black féminisme a émergé, c'est pas sans raison. C'est parce que les femmes blanches produisent, et produisent toujours, des dominations sur les femmes racisées, en l'occurrence. Et il faut savoir qu'encore aujourd'hui, alors que les productions intersectionnelles ont été lancées, ont été construites, ont été développées par les personnes racisées, par les femmes racisées, aujourd'hui une grande majorité des féministes blanches reprennent à leur compte l'intersectionnalité pour gommer l'histoire des femmes racisées. Parce que justement, encore une fois, il y a des rapports de force. Des rapports de force qui existent parce que c'est un ensemble de différents groupes réunis sous une étiquette, en l'occurrence là l'étiquette des femmes, mais qu'en fait ça ne nie pas et ça ne fait pas disparaître les rapports de force qu'il y a de manière plus généralisée dans des sociétés comme les nôtres, des sociétés comme les nôtres qui sont, entre autres, des sociétés qui sont avec un suprémacisme blanc, qui sont avec du validisme, qui sont avec de la LGBT-phobie, etc., etc., etc. Je continue à rattraper un petit peu. Symbole mathématique de l'intersection. Mince, ça passe pas. Si, tu as réussi à placer le symbole. GG. Je sais, c'est pourquoi je vais essayer de continuer à la rechercher après pour mener à bout le projet. Grave cool en vrai. Grave cool. Une thèse que je vois ça toujours comme une intro qui se veut sérieuse et un sujet de recherche d'une vie, de plusieurs personnes. C'est toujours autant excitant que frustrant, j'ai l'impression. Oui, ça correspond assez à l'image que j'ai des thèses. C'est vraiment à peu près ça, ouais. Je reprends la lecture. La transition peut prendre différents visages. Ces visages dépendent des caractéristiques sociales des personnes, notamment en termes de catégories de sexe. La plupart des travaux de sociologie sur les trans s'inscrivent dans le champ des études de genre, mais peu d'entre eux comparent les trajectoires des hommes et des femmes. Beaucoup de recherches portent exclusivement sur les MTF, et lorsque les FTM, femelle to male ou hommes trans, sont pris en compte, les deux types de parcours sont rarement mis en regard. Il est pourtant essentiel de les étudier, côte à côte. D'une part parce que les frontières du genre ne se franchissent pas à sens unique, et d'autre part parce que l'expérience de la transition est façonnée par le genre. Devenir un homme quand on a été une femme n'est pas le même processus que de devenir une femme quand on a été un homme. Si les parcours des FTM et des MTF sont si différents, c'est entre autres parce que leur mobilité sociale ne se fait pas dans le même sens.
En sociologie, il existe de nombreux travaux sur la mobilité sociale de classe, mais ces travaux n'ont pas d'équivalent en matière de genre. Si le sociologue états-unien Roger Brubaker fait le parallèle entre la frontière du sexe et celle de la race, l'analogie entre genre et classe est, elle, peu mobilisée. Il y a une vision très voyeuriste et fétichisante des transfemmes par les cis. Oui. Et du coup, ça en discute beaucoup plus. Oui. Oui, c'est vrai. Complètement. Je reprends. Elle l'a néanmoins été par une autre sociologue, Christian Schilt, mais seulement à propos des hommes trans dans la sphère professionnelle. Le changement de sexe est rarement considéré comme une expérience de transfuge, alors qu'il s'agit bel et bien d'un passage de frontières sociales. Les FTM vivent une promotion, les MTF sont déclassés. Les transitions sont peu analysées sous cet angle, car le genre peine à être reconnu comme un rapport social au même titre que la classe. Et il y a un petit bot. Voilà. Voilà la comparaison aux transfuges de classe. Ouais. Ouais. On va continuer un peu. D'inspiration marxiste, les féministes dites matérialistes ont pourtant fait cette analogie dès les années 70. Par email, on trouve la sociologue française Christine Delphi qui a introduit l'idée d'une lutte entre deux classes de sexe. L'un des apports majeurs de cette théoricienne a aussi été le désessentialiser le sexe. Désessentialiser, pardon. Elle a montré que celui-ci ne repose pas sur des facteurs biologiques, mais bien sur la construction sociale d'une différence et d'une hiérarchie entre deux catégories de personnes. Le genre précède le sexe, écrit-elle. Dans cette même logique, le genre précède aussi le changement de sexe. Les mobilités sociales de sexe n'existent que parce qu'elles prennent place dans un ordre du genre qui produit des hommes et des femmes. Alors, on va voir dans quelle direction ça part. Je suis en mode... Parce que le point de dire... Alors en fait, y a des personnes trans uniquement parce que le patriarcat... Parce que c'est ce que ça sous-entend, hein, le texte. Voilà quoi. Je suis là en mode... Ouais, je vais boire un coup, hein. Je vais boire un coup. Voilà. Je reprends. Cependant, ces changements de sexe ne se résument pas à des passages d'une catégorie de sexe à l'autre. Beaucoup de personnes s'identifient autrement que comme des hommes ou des femmes. Ces personnes, qui se disent souvent être non-binaires, non-binary en anglais, mais certaines se disent aussi simplement trans, ou gender fluid, ou encore queer. Le mouvement non-binaire a connu une expansion significative au cours des dernières années. Les personnes qui refusent de se dire homme ou femme sont de plus en plus visibles, comme en attestent plusieurs coming out de stars concernées, et parmi lesquels on trouve le chanteur Sam Smith, ou encore l'acteur Elliot Page. Elles sont aussi de plus en plus présentes dans les mobilisations collectives trans. Leur lutte amène à reconsidérer le système de classement du sexe tel qu'on le connaît aujourd'hui. En effet, les mobilités sociales relatives au genre peuvent être de différentes ampleurs. La frontière du sexe ne se situe pas au même endroit pour tout le monde. Non seulement les trans peuvent refuser les catégories d'hommes et de femmes, mais ils et elles n'ont pas tous et toutes recours à des modifications corporelles ou à un changement de sexe à l'état civil. Dans les identités comme dans la pratique, il existe une grande diversité de genres. Ouais. Alors moi j'ai une question. Elliot Page, il me semblait qu'il avait fait un coming out trans, mais pas non binaire. Enfin, ouais, je sais pas. Ma foi. C'est dommage de ne pas poser dès le début d'où vient cette norme. Donc pour l'instant, bon, ça ouvre un peu, ok. On va continuer, on va voir où ça nous mène. La sociologie s'est peu intéressée à la multiplicité du genre, mais elle s'est souvent penchée sur la multiplicité des classes sociales. Le travail de Pierre Bourdieu... Attendez. Voilà, je trouve que c'est adapté. Excusez-moi.
Oui, il y a les Tambi Elliot Page. Ah, ok, autant pour moi. Je sais pas pourquoi, moi, j'avais pas du tout sur la non-binarité. Ok. Autant pour moi, du coup. Bon, désolé, hein, mais Pierre Bourdieu, pour moi, c'est le point trombone triste. Hein. Voilà, hein. Donc, je suis là en mode... Voilà. Je posais la même question, mais l'internet dit bien, on me dit, bah non, mais je fais confiance. Hein, Je reprends. Le travail de Pierre Bourdieu, notamment, a permis de penser les classes sociales autrement que de manière dichotomique. Complexifiant l'approche marxiste, il a démontré que celle-ci ne se résume pas à une lutte entre une classe bourgeoise et une classe prolétaire. Je me permets de notamment notifier quand même que pour autant, Bourdieu n'avait aucun problème à exploiter les femmes, à utiliser leur travail pour son compte, à prendre toute la couverture et à bien s'en entourer en laissant toutes les femmes de côté en n'en ayant rien à péter. C'est important quand même hein, de le rappeler de temps en temps. Voilà, c'est cool, hein, Bourdieu, bravo, tu as permis de voir un petit peu des trucs par rapport aux classes bourgeoises, classes prolétaires, tu as permis de voir un peu plus comment marcher la sociologie, et pourtant, ça t'a pas empêché d'être une grosse merde sexiste. Hein. Comme quoi, hein. Voilà. Je reprends. Et raciste aussi au passage, hein, si jamais vous avez des doutes. Hein, il a aussi sorti des techs bien éclatés au sol, hein, niveau racisme. Voilà, bien dégueulasse. Ce sociologue a conceptualisé un espace social dans lequel il existe une pluralité de classes et de fractions de classes. La même démarche peut être poursuivie à propos du genre. Dans ce que l'on peut qualifier d'espace social du genre, les positions des individus sont nombreuses et plusieurs groupes peuvent apparaître. Les individus ne s'émancipent jamais complètement de l'ordre du genre, mais qu'ils peuvent l'habiter de bien des façons. Afin d'investiguer de tels phénomènes, ce livre se fonde sur une enquête empirique auprès des populations trans, qui comprend à la fois des hommes, des femmes, des personnes qui ne se connaissent dans aucune de ces deux catégories. Je ne savais pas pour le racisme. Ah, il a sorti des trucs. Alors, je crois que c'était sur les hommes algériens, mais j'ai un doute. C'était un des pays nord-africains de tête, où il a sorti vraiment des trucs très 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 dégueulasses. Vraiment, quoi. Genre, les deux pieds dans le plat, bien comme il faut. Oui, c'était bien sur les hommes algériens. J'ai souvenir que c'est sur les hommes algériens, mais j'ai un doute, c'est pour ça. Mais j'ai ça en tête. En tout cas, ouais, c'était bien dégueulasse. C'était bien dégueulasse. Et encore une fois, hein, moi je vous le dirai systématiquement, quand vous avez quelqu'un qui prend toute la place visuellement sur un certain champ, généralement, il faut se poser la question de c'est quoi les moves qu'il y a derrière, en fait, de domination. Parce que c'est pas sans raison si tu prends toute la place dans les systèmes qui sont les nôtres. C'est pas sans raison si tu as toutes les lumières tournées sur toi en particulier, et pas les autres. Si tu apparais devant, en général, de manière quasi systématique, c'est que tu as des moyens d'oppresser et que tu les utilises. C'est que tu as une situation d'avantage et que tu l'utilises. C'est que tu as une situation d'oppression et que tu en profites. Et Bourdieu, c'est le cas. Il a complètement bouffé, phagocyté les travaux faits par des femmes pour son avantage, en chiant largement sur le féminisme et en se refaisant une petite couverture de soi-disant progressiste sur ces questions-là, pourtant en étalant une méconnaissance des platitudes, des stéréotypes, des conneries crasses, mais auprès des hommes cis, ça a bien marché. Donc TKT, ça passe. Et il a fait pareil niveau racisme, encore une fois. Donc bon, voilà. Hein. Re-Emmanuel, je reprends. Enquête en terrain sensible. En sciences sociales, les enquêtes empiriques sur les trans sont encore rares. La plupart des travaux sur le sujet prennent place dans le champ des études psychologiques ou psychiatriques. Les recherches posent la question du pourquoi. Pourquoi certaines personnes sont-elles trans ? Une question à laquelle cet ouvrage préfère plutôt celle du comment. Comment les personnes en viennent-elles à changer de sexe ? Comment se déroule leur parcours de transition et, au-delà de l'expérience de la transition, à quoi ressemble leur existence ? Il s'agit ici de faire cet objet traditionnellement psychologique un objet résolument sociologique. Cette démarche a déjà été poursuivie sur d'autres thématiques en sciences sociales. Muriel Darmon a par exemple chaussé des lunettes sociologiques dans le but d'investiguer le phénomène de l'anorexie, qui n'était étudié qu'en psychologie et en psychiatrie jusqu'alors. Là, je vais me permettre un point d'ailleurs. Quid de la psychologie sociale ?
Parce qu'en fait, là, quand on parle de psychologie, on parle spécifiquement de psychologie clinique. Et c'est un problème. Parce que, en fait, la psychologie clinique, ce n'est qu'une toute petite partie de la psychologie. Pour vous dire à quel point c'est absurde, c'est comme si je vous résumais le sport au foot. Vous voyez? Voilà, c'est comme si je vous disais, le sport, c'est le foot, point. Et le foot, c'est le sport, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est absurde. Il y a plein de choses qui sont du sport. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, du tennis, du golf, du saut à l'élastique, je sais pas moi, ce que vous voulez, peu importe, qui sont du sport, qui sont des disciplines sportives, en fait. Mais là, bah, en fait, on a le même problème. L'analogie, en fait, c'est la psychologie gros bloc, monobloc. Et en fait, ce qu'on parle, c'est la psychologie clinique. Uniquement de la psychologie clinique. Et c'est un peu un problème quand même. Personnellement, en tant que psychologue social, je vous avoue que je tilte un petit peu là-dessus quand même. Je sais qu'on n'est pas super bien vu, hein, les psychologues sociaux, on fait assez chier, notamment pas mal d'institutions, mais bon, ça me fait quand même un peu suer, quoi. Je reprends. Dans la recherche, ça arrive trop souvent que le chef d'équipe de département qui prend les crédits d'autres chercheuses qui ont fait tout le travail... Ah oui, complètement. Je reviens d'un rendez-vous RSA où j'ai découvert ma référence sociale et son nom de famille, c'est Caron. Marrant ou pas? Elle était cool et je l'ai même fait exploser de rire. Bah écoute, c'est beau. C'est beau. C'est très bien. La référence sociale dont le nom est Caron, j'espère qu'elle te fera traverser des rivières. Non, attends, quoi? Je reprends. Cette sociologue a ainsi éclairé sous un jour nouveau les mécanismes qui mènent à cette condition et qui la caractérisent. Et précisément parce que ce type de terrain a déjà été investi de manière préjudiciable par le champ psy, il peut s'avérer particulièrement réfractaire, comme ce fut le cas pour Muriel Darmon. L'accueil de cette recherche sur les trans n'a pas été des plus chaleureux. Les trans se méfient des experts par profession, et les sociologues ne font pas exception. Les chercheurs qui s'intéressent au changement de sexe peinent généralement à recueillir les témoignages, et lorsqu'ils en obtiennent, les enquêtés en profitent parfois pour exprimer leur colère envers eux. Alors, je vais me permettre un autre truc. C'est important de comprendre pourquoi. Parce que là, on ne parle pas du pourquoi. Pas vraiment. Le pourquoi, c'est parce que, généralement, pour ne pas dire l'écrasante majorité du temps, ce sont des personnes non concernées qui sont en situation de pouvoir et qui décident de ce qu'on est, nous, personnes concernées. Qui décident de ce qui est valable pour nous, personnes concernées. Qui décident les directions qu'on doit prendre, nous, personnes concernées. Tout en n'étant pas les personnes concernées. Et c'est ça le problème en fait. On n'est pas réfractaire aux études, on n'est pas réfractaire au contenu scientifique, on n'est pas réfractaire à avoir des gens de nos communautés dans ces milieux de recherche. Mais pour l'instant, on n'y accepte pas trop en fait. Pour l'instant, on nous le refuse en fait. Parce que pour l'instant, bah, en fait, on continue à subir une oppression où notamment les personnes trans sont vues comme des personnes qui sont en difficulté psychologique, qui sont malades, qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin qu'on prenne soin d'elles, qui ont besoin qu'on leur dise dans quelle direction aller. Et c'est ça le truc qui pose problème en fait, spécifiquement. Mais bon, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être particulièrement abordé, donc je me permets de faire un petit point dessus, et je reprends la lecture. J'emmerde la sociologie, hurle une femme trans dans le dictaphone, juste avant que je l'éteigne au terme de notre entretien. Elle le fait comme par principe, après s'être confiée pendant près de 3 heures. La défiance des trans est intimement liée à l'histoire médicale de leurs conditions. Et pas que... Voilà, là en fait, cette phrase-là me saoule, parce que cette phrase-là réduit à « c'est le méchant monde médical qui fait ça et puis c'est tout ». C'est un peu ce qui est sous-entendu derrière. Je dis pas que c'est le cas, qu'on soit d'accord, mais la formulation fait que ça laisse cette idée-là. Que la responsabilité est uniquement due à un monde médical oppressif et puis c'est tout. Alors que c'est à tous les niveaux que les personnes trans se font oppresser en fait. Et que toutes les personnes qui sont dans ce système et qui oppressent sont responsables à différents degrés, mais sont responsables. Si tu te contentes de dire non mais c'est le voisin là-bas qui est responsable et puis c'est tout et pas moi, bah en fait c'est un peu simple quoi. C'est un peu beaucoup simple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là la phrase elle me fait un peu tiquer parce que c'est un peu genre mais nous les sociologues on est sympas alors que le monde médical lui il abuse. Non, le problème c'est que vous êtes une institution au même titre que le monde médical et vous avez les mêmes travers et tant que vous acceptez pas de les regarder et de les accepter,
de les assumer, bah ça va pas beaucoup avancer en fait. Donc bon, je reprends. La défiance des trans est intimement liée à l'histoire médicale de leur condition, qui est depuis longtemps psychiatrisée. Étant soumises au bon vouloir des praticiens, dans le cadre de leur transformation, les personnes concernées peuvent en venir à se méfier de toute forme d'expertise professionnelle, qu'elle soit médicale ou sociologique. Vous voyez, là, typiquement, la formulation de la phrase, elle consiste à dire « c'est la faute du monde médical ». C'est purement la faute du monde médical, et du coup, vous comprenez que les personnes trans, elles réagissent de manière conditionnée en refusant tout le reste, en refusant tout le monde. Je suis désolé, mais non. Bien sûr que non. En fait, c'est pas le monde médical uniquement qui a produit des oppressions sur les personnes trans, en fait. Va falloir accepter, en fait, que notamment le monde sociologique a produit et continue de produire à différents niveaux beaucoup de merde sur les personnes trans, comme à d'autres niveaux sur d'autres personnes qui sont oppressées. Vous n'êtes pas en dehors des cadres de la société, vous n'êtes pas en dehors des cadres sociaux qui produisent ces oppressions, en fait. Bref, je reprends. Ce phénomène s'inscrit par ailleurs dans une époque où les patients deviennent de véritables experts du système de santé. En cela, la méfiance des trans a beaucoup en commun avec celle des séropositifs qui, eux aussi, se sont invités dans le champ médical par le biais de l'activisme thérapeutique. Dans ce contexte, enquêter sur les trans n'a pas été chose simple, mais l'entrée sur ce terrain a pu être négociée. Là aussi, il y a une formulation qui me dérange. Il y a une formulation qui me dérange parce que je ne sais pas ce que ça sous-entend exactement. Le côté où ce phénomène s'inscrit par ailleurs dans une époque où les patients deviennent de véritables experts du système de santé, est-ce que c'est du foutage de gueule ou pas? Est-ce que c'est ironique ou pas? Est-ce que ça consiste à dire que réellement les personnes trans connaissent vraiment le système de santé, voient comment il fonctionne et prennent des décisions qui sont logiques et cohérentes en fonction de ça? Ou est-ce qu'à contrario, c'est le côté les gens se sentent expertes, mais en fait les personnes ne le sont pas expertes. Les personnes se croient expertes, mais en fait elles comprennent rien, elles connaissent pas bien. Je ne sais pas quel niveau ça se situe, cette phrase-là. Et si c'est le second cas, c'est de la merde. Voilà. Voilà, je vous le dis. Autre bonne nouvelle, on vient de me filer un code pour Space Marine 2, c'est ma journée. Trop cool! On pourra faire des parties ensemble. Un coin de l'œil. Un coin de l'œil. C'est un peu réduire les personnes trans à leur rapport au monde médical, totalement réducteur du coup. Bah ouais. Je continue. L'enquête retracée dans ce livre se fonde sur des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives. Des entretiens ont été réalisés avec une trentaine de personnes qui estiment avoir effectué un parcours de transition. Dans ce volet, comme dans le volet quantitatif, les trans pourraient participer, quelle que soit leur situation en termes de corps et d'état civil. Pour les entretiens, les enquêtés ont été recrutés par le biais d'un appel à participation relayé par des associations, ainsi que sur des forums internet et dans des lieux de sociabilité. Dans cet échantillon, le sexe assigné à la naissance, les milieux sociaux, les modalités de racisation ont été diversifiés. D'une durée de 2 à 5 heures, les entretiens étaient de nature biographique. Ils retraçaient l'entièreté du parcours de vie de la personne, et cela dans différents domaines. Le genre et la transition médicale et juridique, mais aussi, entre autres, la socialisation, l'éducation, le travail, la famille, la sexualité. La plupart des travaux sur les trans s'intéressent à la seule phase de transition. Mais dans cette recherche, le parti pris a été d'inscrire le processus de changement de sexe dans les trajectoires bien plus longues. Il s'agissait notamment d'explorer les différentes sphères de la vie, d'évaluer en quoi celles-ci forgent des parcours singuliers. L'analyse des entretiens s'articule par ailleurs avec un autre type de méthode, les statistiques. Heureux! Voilà. I'm bored! Ça a été la lecture? Non, c'était nul. C'était nul. On a fini Chamaillou et c'était nul. Voilà. Alors Chamaillou, en gros, ça s'est fini sur 3 pages. Et la première des 3 pages, c'était le néolibéralisme, ça marche parce que ça séduit les gens. Donc, disons que la première phrase de la conclusion était nulle. Et la dernière phrase, du coup, de la conclusion, ce sur quoi s'achève le livre de Chamaillou, c'était un truc du genre... Bah du coup, puisqu'on voit que le néolibéralisme, ça nous séduit, mais que c'est un piège, arrêtez d'être cons et tournez-vous vers l'autogestion, parce que c'est une question individuelle. Voilà. Et au milieu de cette conclusion,
Il y avait des trucs du genre « Ah, quand même, c'est rigolo parce que vous avez vu, les néoconservateurs, ils laissent complètement de côté tout ce qui est les rapports sociaux pour en fait finir en faisant exactement comme eux. » Genre vraiment, le mec qui vient, il met une balle aux néoconservateurs en disant « Ah, franchement, vous laissez complètement de côté tout ce qui est la sociologie. » Et il fait pareil. Et il fait pareil. Et t'étais là en mode « Mais il va te faire foutre en fait, Chamaillou. Va te faire foutre. » Ah, nique-toi. Nique-toi. Voilà. Et donc là, du coup, on a entamé la nouvelle lecture. Par vote du chat, nous avons suivi donc le choix du groupe. Et le choix du groupe a été Emmanuel Bobatti, transfuge de sexe, passer les frontières du genre. Et il y a des trucs à dire. Voilà, voilà, on est sur du transmatérialisme. Là j'étais en train de gueuler sur un truc quand t'es arrivé, à savoir... Bah alors en fait, les personnes trans aiment pas les chercheuses, notamment les sociologues, parce que le méchant monde médical leur a fait du mal. Mais c'est que la faute du méchant monde médical. Et du coup, on est là en mode, bah en fait non. Enfin, oui, le monde médical a fait beaucoup de merde, hein, ça c'est une évidence hein, sur les personnes trans, mais en fait c'est pas parce que le monde médical a fait de la merde avec les personnes trans que du coup les personnes trans refusent les chercheuses, etc. Non, c'est parce qu'en fait toutes les institutions de recherche de près ou de loin font en fait des violences, font de l'oppression sur les personnes trans, les réduisent à une espèce de groupe sujet d'études animal cobaye, et que en fait on vous pisse dessus à cause de ça, on vous pisse dessus de nous instrumentaliser, on vous pisse dessus parce que vous contrôlez nos vies, on vous pisse dessus parce que vous nous méprisez, vous nous oppressez, et que même quand on vous le dit, vous n'êtes pas capable de l'entendre. C'est pas juste parce que les médecins sont des grosses tanches, c'est parce que vous en êtes aussi, en fait. Et tant que vous allez continuer à dire « Ah non, c'est juste la faute des psychiatres et des médecins », et que vous n'allez pas plus loin, vous allez continuer à vous comporter comme des grosses tanches, donc on va continuer à vous chier dessus en fait. Enfin, allez vous faire foutre, merde. La musique c'est toute seule arrêtée. Genre la musique elle m'a dit « Autant, t'es en train de t'enjailler, vas-y, t'es en train de t'énerver, je coupe la musique, lâche-toi. » Je relance la musique, excusez-moi. Voilà. Voilà. Bref. Pourquoi j'ai l'étrange sensation que l'auteurice considère les personnes trans comme une communauté unie et sans distinction? Bah, pourtant, elle a dit non, nous ne sommes pas les personnes trans des personnes qui sont un bloc monolithique, etc. Mais en fait, derrière, c'est une personne qui est sociologue et qui estime que elle est capable d'aller au-delà des comportements oppressifs, parce que comme souvent, quand tu es une personne qui de près ou de loin est experte, ou de près ou de loin subit des oppressions, très souvent, ces personnes, et à plus forte raison quand tu as les deux étiquettes, hein, ont l'impression d'être au-dessus, en fait, au-dessus des oppressions, au-dessus des mécanismes d'oppression, comme si tu étais capable de t'empêcher d'avoir des billets. Sauf qu'en fait, non. Bien sûr que non. Il y a quelques temps, sur le Discord, on avait partagé, je crois que c'est moi d'ailleurs, j'avais partagé un mème qui me faisait rigoler. Tu avais quelqu'un qui connaît les billets, quelqu'un qui ne connaît pas les billets. La personne qui ne connaît pas les billets avance, marche sur un râteau, se mange le râteau dans la gueule. La personne qui connaît les billets voit le râteau, saute, essaye d'esquiver le râteau, fait une figure acrobatique incroyable, retombe, marche sur le râteau et se prend le râteau dans le nez. Voilà, c'est ça la seule différence. Dans les deux cas, tu te prends le râteau. C'est juste que dans un des deux cas, tu as vu le râteau avant de te le prendre. Mais tu te le prends quand même. Et en fait, ça me tue parce que là, Emmanuel est pas capable de le faire. Genre, littéralement, il y a la prémisse qui est posée. Ah oui, quand même, on vous traite les personnes trans comme un bloc monolithique et c'est pas vrai. Et derrière, c'est ouais, toutes les personnes trans nous en veulent parce que le méchant monde médical. Est-ce que tu vois le moment où t'as fait une dissonance ou pas, Emmanuel Bobatti, ou pas du tout? Non, parce que pourtant, c'est assez évident. C'est relativement assez évident en fait. Donc bon, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, on est dans l'introduction, hein. On est seulement dans l'introduction pour l'instant. Donc on verra. Je reprends un peu le chat. Et gros ça y est, no cap pour Chamaillou. Ouais, hein, un peu, hein. Comme quoi la plupart des gens arrivent à voir ce qu'il y a devant eux, mais en tirent des conclusions pétées. Je préfère le transmatérialisme à chamoyen, je crois. C'est dire parce que je porte pas les matérialistes dans mon cœur. Non, ouais. T'avais pas dit que tu voulais lire un livre bien. J'ai dit que j'aimerais bien lire un livre bien, mais que je savais pas lequel était bien.
Et je vous ai dit qu'un de ceux que je vous proposais pas, il y avait un psychanalyste. Donc finalement, j'ai quand même fait déjà un pré-choix. On va voir maintenant à quel point le pré-choix était bien ou pas. N'est-ce pas? Voilà, c'est déshumanisant et fétichisant. Bah ouais, hein. Et non, on est bien sûr qu'on n'est pas anti-science. Mais encore une fois, ça demanderait à ces gens-là de comprendre un petit peu que bah, ils sont dans une position de privilège et que peut-être faut en sortir, quoi. Mais bon, voilà. Toutes les institutions tout court, en fait, toutes les émanations de la société. Oui, j'ai fait un point société, saucisse, techno, saucisse. Votre Roussel. Non, pas du tout. Les déboires d'un matérialisme qui s'enferme dans le matérialisme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faudrait intégrer les théories queer dans le matérialisme. Bah ouais. Encore une fois, parler du mal, du grand mal que ce soit, pour le nommer ou définir qu'un groupe se cristallise en opposition à celui-ci, bah c'est essentialiste et c'est nul. Oui. J'ai voté pour celui-ci en plus. T'as voté pour Roussel ou t'as voté pour Emmanuel Bobatti? Parce que dans un des deux cas, je t'avoue que c'est beaucoup plus grave. je t'avoue que dans un des deux cas, c'est beaucoup plus grave. Attention, attention techno. Attention. On te surveille. Bobatti, pour Bobatti, pas Roussel. Non, ça va alors, ça va. Je reprends, j'ai vu le marqueur de fin de VOD, je vais essayer de pousser la fin d'introduction, est-ce qu'elle est loin? Oh, il y en a encore quelques pages encore. Je continue, je reprends la lecture. Donc, c'en était à... Dans ce contexte, enquêter sur les trans n'a pas été chose simple, mais l'entrée sur ce terrain a pu être négociée. L'enquête retracée dans ce livre... Non, ça je l'avais lu. Pardon. Le volet quantitatif a été réalisé à partir de la première grande enquête sur les trans en France. Il s'agit de l'enquête Trans et santé sexuelle menée en 2010 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Cette enquête se fonde sur un questionnaire auto-administré, comprenant 120 questions portant sur les caractéristiques sociales, la transition médicale et juridique, la santé et la sexualité. Ce questionnaire a été passé parmi les personnes trans par le biais d'associations et de médecins hospitaliers ou libérales. L'enquête compte 381 réponses en total, en provenance de personnes aux trajectoires sociales variées. Toutefois, à noter que l'échantillon compte 2 tiers de MTF pour seulement 1 tiers de FTM. Depuis longtemps ignorés par l'institution médicale, les hommes trans sont moins enclins que les femmes trans à participer aux enquêtes. N'ayant gagné en visibilité qu'avec l'avènement des mouvements militants, ils se montrent particulièrement critiques à l'égard des experts scientifiques. Si une telle asymétrie entre hommes et femmes trans ne se trouve pas dans l'échantillon quantitatif, c'est parce que le recrutement y a été plus proactif. L'appel à participation initiale n'ayant permis de recueillir aucun témoignage de FTM, la méthode a été adaptée en vue de les cibler spécifiquement via des forums et en personne. L'équilibrage de l'échantillon était nécessaire afin de dégager des analyses sociologiques sur le genre. Les trans, je vais chipoter mais ça part mal. Alors ça a été dit, expliqué pourquoi et j'entends. Les trans, c'est parce que justement, en gros, le tout début du texte, c'est de dire, bah, en fait, il y a plusieurs termes qui peuvent être issus du monde médical, qui peuvent être issus donc des institutions, qui peuvent être issus des personnes militantes, etc. Moi, je veux faire un ouvrage qui touche tout le monde, qui parle à tout le monde, qui vous permet de comprendre. Donc, j'utilise trans. Comprenez que, en fait, ça représente tout un tas de personnes et de profils différents, et qu'en fonction de où on se porte, on n'y voit pas la même chose. Mais, c'est comme ça, et vous ferez avec. Et t'es en mode, bon, ok. Voilà, c'est un parti pris. Est-ce que ce serait celui que j'aurais pris? Je ne pense pas. Voilà, je pense qu'effectivement, comme toi, j'aurais probablement dit quelque chose comme personne trans. Ça aurait été déjà plus propre. Mais bon, c'est le parti pris de l'ouvrage, soit. Toujours particulièrement relou de nous réduire à un objet, même si un objet d'étude, et pas une personne sur un parcours à soi. Rajouter personne trans, c'est pas la mer à boire, mais enfin, ouais. Donc on est assez objectifié et fétichisé. Ah mais oui, puis ça a été dit hein, depuis que t'es là et avant que tu sois là, c'est pas la panacée pour l'instant ce qu'on a lu. Hein. Il y a des trucs où je suis en mode ouais c'est bien, et il y a des trucs où on est là en mode voilà.
Ça représente à peu près ce qu'il y a dans ma tête. Hein. Ça, c'est étonnamment très accurate de ce qu'il y a dans ma tête quand je lis. Je reprends. Un ouvrage sur le genre. Divisé en 5 chapitres, cet ouvrage porte sur les parcours trans, mais aussi sur ce qu'ils permettent de dire ou de repenser du genre. Car la conceptualisation du genre sont toujours en mouvement. Elles circulent et se transforment au gré des débats scientifiques et des mobilisations. Enfin, rien que ça, déjà, ça me... Ah, ta race, elle circule et se transforme au gré des débats scientifiques. Vous croyez qu'on a besoin des scientifiques pour nous dire nous allons catégoriser le genre et ça sera bien, ce sera juste. Je m'en bats les couilles de ce que peuvent penser les scientifiques de genre, en fait. Je m'en bats les couilles des débats scientifiques, en fait, par rapport à mon identité ou l'identité de mes proches, en fait. Niquez-vous. Surtout que, on va peut-être pas l'oublier, mais les débats scientifiques, c'est surtout, principalement, vecteur de normes. Les débats scientifiques viennent pas discuter du genre, ils viennent valider des normes quand, de fait, dans la société, c'est passé, accepté, actualisé, et que, en fait, on peut plus trop le reculer, même quand on est un vieux connard de scientifique blanc, de 40 balais, transphobe comme l'enfer, et que, à ce moment-là, on se dit, bon, c'est vrai que je peux plus trop nier ça. Donc, franchement... c'est pas parce que ça circule et ça se transforme grâce au débat scientifique, en fait. Enfin... Voilà. Bref, anyway. Voilà, c'est pas la faute des transmacs, le fait qu'elles sont récalcitrantes, c'est qu'elles ont été invisibilisées. Web. J'ai la même chose dans ma thèse, je parle des personnes aveugles et partiellement aveugles à chaque fois, car dire les aveugles, je trouve que c'est essentialisant et c'est très réducteur. Oui, complètement. On dirait qu'il a oublié que les sciences sont observationnelles normalement, pas prescriptives, quand c'est fait avec un peu de conscience de ce que sont les objets des sciences. Ouais, là, il y a quand même 2-3 échos quand on parle de sciences qui me chafouinent. Franchement, le coup de déjà commencer en disant l'enquête sociologique, elle a eu des difficultés parce que les trans, donc déjà encore une fois le côté très c'est un bloc monolithique. Bon, allez vous faire foutre. Les trans refusent ou mettent vraiment beaucoup d'efforts à ne pas venir faire des enquêtes sociologiques parce que les méchants médecins leur ont fait du mal et que du coup maintenant les trans réagissent de manière épidermique à tout le monde. T'es là en mode va te faire mettre. Enfin vraiment, je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est pas possible d'avoir un manque de recul phénoménal à ce niveau-là, en fait. Les études qui ont été faites en psychologie sociale, qui ont été faites en psychologie clinique, qui ont été faites en fait en psychologie de manière généralisée, en sociologie, dans les sciences humaines en général, pendant très longtemps, les rares fois où on s'est intéressé aux personnes trans, ça n'a pas été spécialement pour être proactif, sympa, pour les écouter. Ça a été pour les contrôler, ça a été pour les réduire, ça a été pour les essentialiser, ça a été pour les oppresser. Donc en fait, oui, on vous pisse dessus. Et moi, je vous dis ça en étant une personne trans, qui suis une personne trans, également psychologue social. Vous voyez ? Je suis issu de ce milieu. Mais je pisse sur ce milieu. Parce qu'il y a des raisons pour ça, en fait. C'est pas le milieu médical qui pose problème et qui fait que maintenant les personnes trans, encore une fois comme une espèce de bloc monolithique, et réagissent de manière épidermique envers tout le milieu scientifique. Enfin, ça n'a aucun sens. Et là, venir dire « Oh, les conceptualisations du genre, ça évolue grâce au débat scientifique », non mais pareil, allez vous faire cuire le cul. Bref, ça m'agace. Je me relance. C'est ce que montre entre autres le premier chapitre, qui propose une socio-historie de la fabrique des trans. Oh putain. Ça va être ça le premier chapitre, sérieux ? Je reprends. Si de nos jours, ces derniers semblent s'opposer fermement aux cliniciens, leurs liens avec la médecine sont en réalité plus complexes. Les praticiens forment un groupe hétérogène qui, sur certains points et différentes époques, s'est révélé moins normatif qu'on pourrait le penser. Quant au mouvement trans, ils n'ont pas toujours été hostiles vis-à-vis de l'institution médicale. Au contraire, à l'époque où les modifications corporelles leur étaient encore interdites, nombreux sont ceux qui ont collaboré avec des praticiens qu'ils considéraient comme leurs alliés.
Si les mobilisations contemporaines se font plus critiques qu'autrefois, elles présentent aussi des nuances. Les études queer, qui ont inspiré les mouvements actuels, ont certes exploré les possibilités de résistance au modèle médical et ses normes, mais sans ignorer les risques d'une telle émancipation. La dissidence de genre a un prix, et les trans le savent mieux que personne. Cependant, ce prix n'est pas le même pour tous. Les trans ne sont pas égaux face à la transition. Le chapitre 2 en témoigne à partir d'expériences du parcours médical et juridique. Il existe de grandes inégalités sociales face aux institutions qui prennent en charge les transitions. Les patients doivent prouver aux psychiatres et aux juges qu'ils et elles vivent déjà dans leur sexe de destination. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'apporter des preuves de sa bonne insertion sociale sans avoir encore pu bénéficier de modifications corporelles et de papiers d'identité. Pour s'en sortir, il faut mieux avoir de l'argent, un emploi stable ou à défaut des parents bienveillants. Et du coup, toutes les questions de race aussi, ça en prend en compte, on s'en fout, le racisme, the bi, et très bien. Sur ces différents points, un double standard du genre se fait sentir entre les hommes et les femmes, ces dernières étant en moyenne plus précaires et isolées que leurs homologues masculins. Situation bancale dans laquelle les protocoles institutionnels placent certains trans favorise par ailleurs les discriminations, car en attendant le sésame des hormones et des papiers, les individus font face à de nombreuses épreuves, notamment administratives, qui sont quantitativement et qualitativement variables selon les appartenances de sexe, de classe, de race. Ah bah quand même. Quand même. Les vies des trans sont suspendues à des verdicts et des diagnostics, mais elles sont aussi soumises à l'accueil qui leur est réservé par ailleurs. La transition ne se joue pas qu'à l'hôpital et au tribunal. Le changement de sexe est avant tout un changement social qui, lorsqu'il est entamé, peut bouleverser le cours de l'existence. Ce changement ne se fait pas dans les mêmes termes pour les hommes et pour les femmes trans. Le chapitre 3 décrit en quoi le sens de la mobilité sociale de sexe est déterminant. Dès les premières marques de féminisation, les MTF sont violemment stigmatisés là où les FTM sont relativement épargnés. Les promotions de sexe sont mieux tolérées que les déclassements de sexe. La symétrie résulte en des temporalités biographiques bien distinctes. Je souffle, mais d'accord. Enfin, en soi, il y a des choses qui sont vraies, mais on va voir comment ça va être traité, et j'ai très très peur de comment ça va être traité, puisque là, déjà, tout à l'heure, on a eu quand même un peu le passage en mode, finalement, il y a des transitions parce que le patriarcat. Il n'y aurait pas de patriarcat, il n'y aurait pas de transition. Oui, ce point a été dit. Et du coup, disons que quand je vois qu'il y a un chapitre 3 qui va traiter de cette question-là, vu ce qui a été introduite, j'ai un peu peur, quoi. C'est-à-dire que ouais, l'état des lieux est correct, d'accord, et du coup, tu vas traduire ça comment ? Tu vas nous dire qu'en fait, c'est normal, les transitions se font parce que finalement, le patriarcat, et que c'est pour ça que les transitions se font ? Enfin, si c'est pour me sortir ça, voilà, hein. Oui, toujours la binarité d'analyse, un retour de classe de sexe, toujours, voilà, c'est marrant parce qu'à un moment donné, ça nous a dit, alors les parcours trans, faut bien comprendre que c'est très large, il y a des personnes non binaires, des personnes à genre, on n'est pas que sur d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, et au final, en fait si. C'est dommage. Donc voilà, quel dommage. Mais bon, on reprend. Cette asymétrie résulte en des temporalités biographiques bien distinctes. Craignant la marginalisation, nombreux sont les MTF qui renoncent à transitionner dans la jeunesse, tandis que les FTM changent presque tous de sexe au cours de la vingtaine. Mais si les femmes trans sont davantage exposées aux difficultés sociales et matérielles, elles s'accommodent finalement mieux que les hommes de leur changement de statut. Le fait de perdre des privilèges semble plus aisé à assumer que le fait d'en gagner. Le changement de sexe est une expérience profondément structurée par les rapports de genre, mais c'est aussi une trajectoire intimement liée à la sexualité. Ouais... J'ai peur. Oh putain, c'est que l'introduction. Les changements de sexe sont indissociables de certains changements sexuels. La sexualité est peu explorée dans les recherches en sciences sociales sur les trans. Ouais, de manière générale aussi. Encore une fois, vous restez toujours dans le sexe, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Donc partant de là, ça pose problème ça aussi. Mais bon, bref, anyway. Ah là 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 là. Pourtant, elle joue un rôle primordial dans les parcours de transition, comme en atteste le chapitre 4. Les orientations sexuelles, notamment, ont des significations genrées qui contribuent à faire ou à défaire l'appartenance à une catégorie de sexe et allez vous faire foutre. Je continue.
Avant la transition, la moitié des femmes trans étaient des hommes hétérosexuels, tandis que les hommes trans étaient presque tous lesbiennes. Au fil du changement de sexe, beaucoup de MTF s'orientent vers l'hétérosexualité féminine, alors que le groupe des FTM se gayifie. Si l'hétérosexualité forge ici davantage la féminité que la masculinité, l'homosexualité émancipe plus de la première que de la seconde. Toutefois, les orientations sexuelles ont également des significations relatives à la classe. Pour les hommes trans notamment, le fait de se dire gay peut parfois relever d'une logique de distinction. Je vais canner. Je vais canner. Je vais canner. Alors, faut voir le bon point de vue. Avec moi, sur cette séance de lecture, vous allez apprendre des choses. Si vous n'êtes pas concerné, vous allez apprendre des choses. Si vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, vous allez apprendre des choses. Ça, il faut voir le bon point de vue. Voilà. Le mauvais point de vue, toutes les personnes trans qui sont dans le chat, on va crever ensemble. on va en pouvoir, mais on va plus en pouvoir. Ça va être infect. Bonjour Mash. J'arrive sur Guillaume Canet. Ah putain, un peu ouais. Oh. On est en train de lancer un nouveau cycle de lecture. Emmanuel Bobatti, transfuge de sexe. Et oh bordel. Oh putain de bordel de merde. Voilà. Bienvenue Mash. Bienvenue. Je finis l'introduction et je vais pouvoir couper la VOD qui fait déjà 1h20. Genre, sexualité et classe s'entremêlent dans l'espace social. Le chapitre 5 propose une cartographie de cet espace au sein duquel les individus occupent une diversité de positions. Parmi les trans, tout le monde ne se dit pas homme ou femme et tout le monde n'a pas recours aux modifications corporelles ou au changement d'état civil. Cependant, les rapports au genre sont socialement situés, les plus âgés sont généralement les plus conformes, tandis que la non-binarité est plutôt une affaire de jeunes. Par ailleurs, les personnes initialement assignées au sexe féminin se disent davantage non-binaires que celles qui ont été des hommes, et les plus subversifs sont souvent aussi les plus instruits. Oh putain. Je vais souffler. Je vais souffler fort. Je finis et je coupe la VOD, on a dit. Les précaires, eux, n'ont d'autre choix que de faire mine d'être conformes pour parvenir à s'en sortir, en particulier lorsqu'ils doivent rendre des comptes à des psychiatres ou à des juges. Finalement, les trans ne sont ni des dupes du patriarcat, ni des héros de la subversion. Ce sont des ressources et les dispositions qu'ils ont qui composent simplement des différentes façons avec des contraintes qui délimitent le champ des possibles. Je vais t'éclater la gueule. Oh putain de merde, va... Petite fougère de YouTube, nous avons fini l'introduction. Et bordel ce qui s'annonce. Oh, ça va être une ride. Oh, ça va être une ride. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Petite fougère de YouTube, des bisous. À très bientôt pour la suite de cette hécatombe. Ciao.